Je voudrais qu'on parle aujourd'hui d'une affaire, d'une histoire énorme, si j'ose dire, qui aurait pu renverser une élection et qui aurait pu renverser une élection avec raison, qui aurait pu totalement changer le cours de la politique américaine et donc de la politique mondiale. On va remonter un petit peu dans le temps, on est en octobre 2020, un mois avant la présidentielle américaine. Le New York Post, à ce moment-là, révèle l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden, donc le fils de Joe Robinette Biden, qui n'est pas encore à cette heure président des États-Unis, mais vice-président et candidat à la présidentielle. Cet ordinateur a été abandonné par Monsieur Biden fils dans un atelier de réparation de Delaware. Et celui-ci contient les preuves d'un trafic d'influence présumé de la famille Biden. Il contient également des images pornographiques et certaines posent même la question de pédocriminalité puisqu'on y voit des filles d'apparence très mineure. Il y a également ce sujet très grave de conflit d'intérêts entre la société ukrainienne de gaz naturel Burisma et le fils Biden. Tout cela quand même quelques semaines seulement avant l'élection présidentielle américaine. À l'époque, une grande majorité des médias font bloc. C'est de la, pardon pour de chers auditeurs, mais là, comme il parle américain, on peut le dire, c'est de la fake news. Le New York Post est mis au pilori, donc celui qui a révélé ces informations. Il est mis au pilori, on lui dit qu'il est propagateur de la propagande russe. Tiens, un petit refrain qu'on entend régulièrement et qu'on réentend en ce moment. Le New York Times, à ce moment-là, est le premier de la meute à dénoncer ses confrères du New York Post. La campagne Biden, elle, continue. Plus de 50 anciens responsables du renseignement américain affirment que le prétendu scandale était bien le produit de la désinformation russe, donc circuler, il n'y a rien à voir. Twitter lui-même a interdit toute discussion sur le sujet à ce moment-là. Il censure les posts jugés sensibles, comprenez allant contre Joe Biden, et censure temporairement, tout simplement, le compte du journal New York Post. Mais voilà, le New York Times a changé de ligne. Le 16 mars dernier, il publie un article dans lequel il fait état d'une enquête criminelle sur les déclarations de revenus du fils du président Joe Biden, donc toujours Hunter Biden. Et au passage, sans expliquer son revirement, sans s'excuser, on va dire, il explique que les sources autour de l'ordinateur du Delaware sont bien authentiques. Voilà où nous en sommes dans notre histoire. Charles Gave, on voit aller dans le fond de cette affaire qui est incroyable, qui aurait pu renverser à ce moment-là les élections, qui a été complètement balayée et mise sous le tapis, circulée, il n'y a rien à voir, alors qu'en fait c'est gravissime. C'est une vieille histoire. Et ce qu'il y a de plus étonnant, quand on réfléchit, c'est que dans le fond, je crois que l'ordinateur avait été abandonné par le fils de Biden quelque part en décembre de l'année précédente. Puis pendant 6 mois, il n'est pas venu le chercher, donc c'est devenu la propriété du réparateur. Et le FBI était parfaitement au courant, parce que ce qu'a fait le réparateur, c'est qu'il a prévenu le FBI que c'était là. Il est venu chercher, le réparateur avait fait des copies qu'il a ensuite données à Giuliani et au Poste, au journal Le Poste, qui est le plus vieux journal américain. Il date de la Révolution américaine, donc c'est vous dire que c'est un journal populaire, mais enfin qui est très respecté. Peut-être Giuliani, juste pour préciser. Giuliani, qui était l'avocat de Trump, et ancien maire de New York. Et donc, ce qui est très étonnant, c'est que le FBI a eu ces informations donc pendant toute la campagne et ne les a pas sorties. C'est simplement quand Giuliani a décidé de le faire sortir par l'intermédiaire du Poste que c'est sorti. Donc, le FBI lui-même était au courant qu'il y avait des choses épouvantables, et comme on sait que le FBI était complètement, toute la tête du FBI, le 7e étage, comme ils disent, était complètement au courant de tout ça, et ben ils ont décidé de ne pas le sortir. Donc ils ont décidé de le couvrir. Ils avaient décidé de le couvrir. Et donc, c'est une preuve de plus d'une espèce de complot qui a eu lieu contre Trump pendant toute sa présidence. Ça veut dire que les complots existent ? Mais non seulement les complots existent, mais ce qui est très intéressant, c'est que le deuxième ministre de la Justice de Trump, M. Barr, avant de partir, a nommé un procureur spécial pour essayer de comprendre qui avait pris la décision de poursuivre Trump, vous savez, tout à fait au début de son mandat, de lancer l'enquête sur la complicité entre Trump et la Russie. Et il continue à faire son enquête. Et il y a déjà eu 2 ou 3 personnes incriminées. Mais d'un niveau assez élevé dans les cabinets d'avocats. Et tous ces gens travaillaient pour Clinton. Donc il semble de plus en plus évident, pour Mme Clinton, il semble de plus en plus évident que, en fait, cette histoire de Trump qui était dans les mains de Poutine, c'était un complot
un contre-feu qu'avait monté Madame Clinton avec l'aide de tout le FBI, etc. Ils savaient tous que c'était faux. Et ils ont continué pendant 2 ans et demi à pourrir la campagne. Ils ont même impeach le président. Donc, alors qu'il y avait des choses bien plus graves de l'autre côté. Il y avait des choses bien plus graves de l'autre côté. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est à quel point ça a été couvert par la grande presse. Oui, tout à fait. Donc ça c'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose, que les Clinton soient des ordures. Voilà. Tout le monde le sait. Et que le clan Clinton fasse marcher son réseau. Son réseau, et de façon complètement illégale, ça n'a surpris personne. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de voir que, par exemple, lorsque l'ordinateur est sorti, ben vous l'avez dit, je crois que Twitter et Facebook ont complètement bloqué le site du Post. Oui. C'est incroyable. Oui. Le New York Post, tout de même. Le New York Post, qui est le plus vieux journal américain, qui existe depuis l'indépendance des États-Unis. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait étonnant. Donc, vous avez eu une espèce de complicité d'omerta, une complicité active entre la grande presse, les GAFA, le FBI et la CIA et la campagne Clinton, pour un petit peu essayer de détruire le président élu des États-Unis. Dans le fond, c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'on commence à avoir de plus en plus d'évidence qu'il y a eu un complot de l'État profond contre un président élu. Et ensuite, ça amène à toutes les questions qu'on a pu se poser sur un certain nombre de trucs assez curieux qui ont eu lieu pendant l'élection, comme les bureaux qui ont été fermés de 3h à 7h. Oui, au moment où d'un seul coup les élections... Où Trump était en tête, puis on ferme les bureaux, puis d'un seul coup Trump n'est plus en tête. Il n'y avait plus personne pour vérifier. Il n'y avait plus personne pour vérifier, ou on les empêchait de venir. Donc il y a tout ça. Donc, j'hésite à dire ce que je vais dire, mais je crois vraiment... Allez-y. Je crois vraiment que pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, il y a eu un complot, c'est-à-dire d'un groupe criminel, qui sont les patrons de la CIA, les patrons du FBI, et tout ça étant soutenu par la grande presse et les GAFA. Et c'est un drôle de monde, parce que je peux raconter une petite histoire, mais il y a 7-8 ans, avant que Trump ne soit élu pour la première fois, j'avais reçu à sa demande un homme qui était le président d'une des banques centrales américaines. Vous savez, il y a 7 ou 8 Federal Reserve. Et donc, je parle avec lui de l'économie américaine. C'était un de mes clients, il était très sympathique. Et à la fin, il me dit, Charles, il faut quand même que vous compreniez quelque chose. Vous êtes déjà dessus d'accord avec ce que vous dites, mais c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis sont tombés sous la coupe d'une mafia criminelle. Et que le grand problème des États-Unis, c'est comment allons-nous retrouver notre démocratie. C'était, si vous voulez, c'est l'équivalent du gouverneur de la Banque centrale, qui me parlait à moi pour la première fois, et qui me dit un truc aussi stupéfiant. Et donc, cet homme était parfaitement au courant que, par exemple, la Réserve fédérale était tombée sous la coupe, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, était tombée sous la coupe d'un certain nombre de gens qui géraient la Réserve fédérale, c'est-à-dire les taux d'intérêt, le taux de change, etc., en faveur d'une bande de criminels. Et j'en ai sorti, j'étais un peu estomaqué, parce que quand vous rencontrez un haut fonctionnaire français ou n'importe quoi, il vous dit rarement que devoir de réserve. Il vous dit rarement que le président de la République est une vieille crapule, qu'il a trempé dans des tas d'affaires sorties, même si ça peut arriver. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais... Oui, ils essayent de rester discrets. Et puis en plus, si vous voulez, ça fait partie du boulot. Donc, je regarde tout ça et je me dis, nos démocraties sont bien malades. Pour qu'on n'arrive pas pour que le citoyen ne réussisse pas à avoir accès aux informations, ou qu'on plutôt on lui donne une espèce de diète d'informations qui sont fausses, alors même que les journalistes savent qu'elles sont fausses. C'est là, vous savez, c'est ce que disait Solzhenitsyn. Il disait, il ne faut pas que le mensonge passe par vous. C'est-à-dire, vous avez le droit de ne pas dire ce que vous savez, parce que vous allez perdre la peau, mais vous ne pouvez pas participer au mensonge. Oui. Vous ne pouvez pas participer au mensonge, vous ne pouvez pas dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui participent au mensonge de façon active et qui sont dans des postes où, normalement, ils sont là pour essayer d'éclairer les autres. Et le président élu actuel s'est vanté d'avoir fait virer le procureur général ukrainien qui enquêtait sur son fils. Et on a des images de lui disant
J'ai dit au président de la République ukrainien que s'il ne virait pas le procureur, les 2 milliards ou les milliards de dollars que vous devez recevoir en aide, vous ne le recevrez pas. Et nous avons aussi des extraits sonores, je crois, de ces discussions. De ces discussions, on les a, mais il l'a dit tranquillement. Donc, le président américain fait virer le ministre de la Justice ukrainien parce qu'il enquêtait sur son fils qui était corrompu et qui touchait de l'argent d'une société pétrolière complètement corrompue. Et ça ne gêne personne. Que fait Hunter Biden, donc le fils de Joe Biden, en Ukraine? Est-ce que vous pouvez nous résumer cela? Alors, il faut savoir que l'Ukraine est le pays le plus corrompu du monde. Hein. Je crois qu'ils sont sur la liste des pays corrompus. Ils sont tout à fait à la fin avec le Zimbabwe, etc. C'est vraiment le moment de l'accueillir dans l'Union européenne. C'est le moment de l'accueillir dans l'Union européenne avec enthousiasme. Mais en plus, si vous voulez, vous regardez un petit peu, je crois que l'Union européenne vient de sortir, la Cour des comptes de l'Union européenne vient de sortir une étude il y a à peu près 3 semaines sur... on a donné beaucoup d'argent, l'Europe, à l'Ukraine, je crois. On a donné plus de 12 milliards d'euros. Où ils sont passés? Eh bien, personne n'a la moindre idée. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a reçu SOS Chrétiens d'Orient qui, en tout cas, souligne qu'il n'y a eu aucune aide dans les hôpitaux. Les hôpitaux leur disent qu'ils n'ont rien et que les hôpitaux, quelqu'un de l'hôpital aurait dit tout part dans les armes. Enfin, a dit, ça c'est sûr, il l'a dit. Après, tout part dans les armes, on aimerait être certain que ça parte pas. Par exemple, il y a la femme d'un ministre qui s'est fait choper en train de rentrer en Pologne avec 25 millions de dollars en cash. Oui. Donc ça part pas que dans les armes, ça part aussi. Donc, en tout cas, ça part pas dans l'hôpital. Voilà. Mais alors, si on revient sur l'affaire Hunter Biden et les révélations de cet ordinateur, qui donc est désormais également authentifié, grande joie. Mais tout le monde savait que c'était vrai depuis le début. Oui, mais aujourd'hui ils le disent, c'est la différence. Parce que, pardon, mais jusqu'à maintenant, le New York Times se gardait bien de... C'est très facile de vérifier si un ordinateur, par exemple, prenez tous les emails d'un ordinateur, et vous faites un sondage, vous allez voir les gars qui reçoivent les emails. Et vous voyez comme ça, si tous les emails qu'ils ont reçus ont une contrepartie chez les gars qui étaient censés les avoir envoyés, par exemple. Donc c'est très facile de voir si ça a été bidouillé, vous faites un croisement, quoi. Et ben, tout le monde avait fait le croisement et tout le monde savait que cet ordinateur était vrai. Donc c'est extraordinaire. Alors pourquoi ça tombe maintenant? Est-ce qu'il y a un intérêt là? C'est intéressant parce que tout le monde connaît cette histoire, en fait, dans les services secrets et tout. Et ça apparaît aujourd'hui. Aujourd'hui, même le New York Times, alors, donc celui qui est dans le camp des Clinton... Est-ce qu'on commence à trouver que Biden est gâteux et qu'il faut le virer? Oui, il faudrait s'en débarrasser. C'est pas... Mais en même temps, celle qui est derrière, Kamala Harris, elle faut la trouver tout le monde tellement elle est incompétente. Donc, ils ont un léger problème. Ils ont amené au pouvoir, enfin les équipes Obama ont amené au pouvoir 2 personnes, Clinton, dont tout le monde, Biden, dont tout le monde savait qu'il était gâteux. Oui. Et puis là, on a Kamala Harris, dont tout le monde sait qu'elle est complètement corrompue. Alors ils ont un léger problème. Mais peut-être que même Biden, c'est une interrogation, peut-être qu'il est gâteux et corrompu. Il a peut-être été corrompu avant, c'est pas possible, c'est pas impossible aussi. Et finalement, enfin, c'est même presque étrange aussi le silence de Donald Trump. Alors on sait qu'à travers son avocat, il réagit, mais comment ça n'a pas pu sortir plus fortement, cette affaire? C'est très difficile quand vous vous heurtez à un blocage complet des médias. Et des réseaux sociaux. Et qu'on vous bloque dans les réseaux sociaux, et qu'on vous accuse... Il ne faut pas oublier que Donald Trump est le seul président des États-Unis qui a été impeach par la Chambre des représentants 2 fois. Et chaque fois sans preuve, et c'est ce qu'on appelle due process. C'est-à-dire que 2 fois, les démocrates ont cru bon, dans le fond, d'impeach le président, alors qu'il n'y avait rien dans le dossier, quoi. Et même plus, on savait qu'il y avait des pièces. Et ce qui est très extraordinaire, c'est que vous avez le patron des services secrets américains, enfin le grand, celui qui surveille tout, qui a fait une remarque très extraordinaire, parce qu'il a dit « J'ai montré les preuves que tout ça n'existe pas à tous les grands démocrates, Schiff, tout ça. Ils les ont eus en comité secret, parce qu'à ce moment-là, vous montrez les vrais papiers, et ils ont dit, bon, on prend bonne note, et ils sortaient, et ils recommençaient à dire les mêmes mensonges. On a un vrai problème de démocratie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de remplacer la souveraineté du peuple, la démocratie, par le régime de la loi, d'une loi qui est créée par des technocrates, et vérifiée ensuite par des cours de justice, à qui on a abandonné notre souveraineté juridique, et qui disent que c'est ça la loi. Mais la loi, c'est ce que j'accepte. C'est pas ce que des gens que je n'ai pas élus décident pour moi. Aujourd'hui, les lois en Europe sont des choses qui ne sont pas votées par moi
Et la Commission européenne est à la fois pouvoir exécutif et pouvoir législatif, ce qui n'existe pas dans une constitution normale. Donc on a un vrai problème de représentativité de nos démocraties. Peut-être ça le vrai grand remplacement. C'est ce qu'il faut, c'est les remplacer eux. Oui, c'est ça. Il faut les remplacer eux. Ils veulent remplacer la souveraineté. Ils ont remplacé notre souveraineté. Ah, ils ont complètement remplacé notre souveraineté, et ça se passe aux États-Unis, ça se passe en Europe. C'est très curieux, ça se passe en Europe, et c'est toujours le même, c'est de dire les tribunaux extraterritoriaux représentent l'intérêt général. Et ça n'est pas vrai. Les tribunaux extraterritoriaux ne représentent pas la souveraineté du peuple en France. Ils disent qu'il y a quelque chose qui est supérieur à la souveraineté du peuple. Ça n'est pas vrai. Et une dernière question, Charles Gave, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Comme vous avez commencé à toucher du doigt cette information que je trouve très importante, on voit comme un parallèle entre la gestion de la crise sanitaire tout à fait. Et la gestion de la crise aujourd'hui, de la guerre notamment c'est exactement les mêmes procédés qui sont utilisés. C'est-à-dire, c'est la diabolisation, c'est l'interdiction de la discussion. Et si vous présentez une information en disant peut-être les vaccins, ça ne marche pas, vous êtes aussi bien considéré que si vous dites l'Ukraine n'est peut-être pas complètement innocente de ce qui lui arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de dire. Avec des suspensions de comptes Twitter, des blocages de journaux. On a parlé de RT Today, mais avant c'était le New York Post pour l'affaire Hunter Biden. Et donc, ils tapent très fort. C'est-à-dire qu'on est passé dans un régime où les gens qui nous gouvernent disent « je suis le camp du bien ». Et si vous n'êtes pas avec moi, c'est que vous êtes dans le camp du mal. Et dans ce moment-là, j'ai le droit de vous foutre en cabane. Un manichéisme très pratique. Un manichéisme très pratique, mais surtout, ça empêche la discussion. Or, la base de la démocratie, c'est quand même la discussion socratique, où vous dites aux gens, écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous, voici pourquoi, et vous avez le droit et le pouvoir de le dire. Aujourd'hui, on vous garde le droit théorique, mais on vous empêche de parler. Donc, cette espèce de mutisme forcé, que vous trouvez dans la presse française de façon extraordinaire, est insensé dans une démocratie.